On a un public nouveau. C'est peut-être à nous de changer dans notre façon de donner à voir la science. Je vais bien vous parler de physique et de la façon de montrer la physique au grand public. Alors la physique pour moi c'est ça, donc c'est cette horreur qui intimide en général, qui effraie ou qui rappelle des souvenirs à certains. Alors ce truc-là, c'est un Hamiltonien de Mott Hubbard, je ne l'ai pas pris par hasard, j'ai travaillé à peu près 20 ans de ma vie là-dessus. C'est un objet qui vraiment me fascine, enfin qui me touche personnellement. Alors ce que vous y voyez peut-être pas, c'est qu'au début là, c'est en train de décrire la façon dont les électrons se déplacent dans des céramiques et la façon dont ils peuvent sauter d'atome en atome. Et puis la deuxième partie là, c'est la façon dont quand même ils essayent de s'éviter les uns les autres parce qu'ils sont chargés électriquement et ils se repoussent. Derrière ça, en fait, se cache un des plus grands mystères de la physique moderne, qui est la supraconductivité à haute température. C'est un sujet que j'ai moi-même étudié expérimentalement pendant une vingtaine d'années et que j'ai pas compris, comme les autres à peu près. L'enjeu ici, c'est pas de vous refaire une conférence sur la supraconductivité, c'est plutôt d'essayer de vous montrer comment on a essayé de parler de cette physique-là au grand public ces dernières années. Et comment on a essayé d'échapper à cet objet, qui est le cœur de mon métier, pour essayer de trouver d'autres façons d'en parler au grand public. Alors la façon la plus simple qu'on a trouvée, et une des plus efficaces à l'heure actuelle, c'est celle-là. C'est un petit cirque. On a inventé ce petit cirque avec un designer qui s'appelle Alexandre Echasserio. Et vous voyez, c'est une petite boîte en bois que vous pouvez emmener n'importe où, dans une école, dans un lycée, dans une fête des sciences. Puis vous l'ouvrez, vous l'installez, vous avez un petit décor de cirque. Vous pouvez installer ça en 5 minutes. Et puis au bout de 5 minutes, vous remplissez d'azote liquide tous les piou-piou du cirque. Alors l'azote liquide, ça les refroidit à moins 200 degrés. On les a bourrés de galettes céramiques supraconductrices, celles qui sont gouvernées par l'objet physique que je vous ai montré tout à l'heure, l'Hamiltonien de Mott Hubbard. Ces supraconducteurs, quand ils sont refroidis, présentent des effets quantiques tout à fait étonnants. Et l'un d'entre eux, coup de chance pour nous, c'est de faire léviter les aimants. Et donc, on peut faire léviter les piou-piou. Donc on enthousiasme en général le public. Il y a Chouchou aussi, alors lui il lévite le long d'un rail, donc on peut le faire circuler le long d'un rail, on peut le faire aller à l'envers, on peut jouer avec. L'enjeu ici, c'est pas juste de s'amuser, mais c'est d'essayer d'offrir une porte d'entrée suffisamment attrayante et sympathique pour le public pour qu'ils acceptent ensuite de nous entendre parler de physique quantique pendant 20 minutes, 1 heure ou 2 heures. Ça peut être violent. On peut se demander ce qu'il y a de nouveau et pourquoi est-ce que là, on a l'impression qu'on est en train de donner à voir la physique différemment de d'habitude. Est-ce qu'on est vraiment en train de faire des choses en vulgarisation différentes de d'habitude? Et c'est une question légitime et pas complètement évidente. Parce que j'ai re-regardé un petit peu. Voilà la même situation il y a à peu près 200 ans, 1820-1825. Michael Faraday, devant la belle société londonienne, vous reconnaissez le public, là, les jeunes Anglais venant l'écouter. C'est à l'époque de Noël, il appelle ça les Christmas Lectures, et il donne ses lectures pour la belle société londonienne, pour éduquer les jeunes à la science. Et il vient avec des expériences sur l'établi, exactement comme nous avec nos supraconducteurs, et il va refaire toute la physique du 19e siècle, par exemple avec une bougie. Et il va faire toute une série de conférences sur la bougie, des conférences sublimes. Et pas grand-chose a évolué depuis ce temps-là. Il y a en gros le scientifique là sur une estrade, alors il y a PowerPoint en plus, qui n'est pas forcément un bien. Et puis, il y a souvent des manips en direct, c'est ce que je fais moi quand je vais dans les lycées, par exemple, et le public. Ce qui a changé quand même, c'est le public. Le public, c'est plutôt ça maintenant. Des jeunes, avec des téléphones portables, qui s'ennuient vite. Et alors, on peut avoir un côté un petit peu vieux à se dire, oh là là, les jeunes maintenant, ça n'a plus aucune attention, ça n'a plus envie d'aller vers la complexité, l'abstraction, ça zappe tout le temps, ça s'arrête au bout d'1 minute si la vidéo sur YouTube n'est pas intéressante. Enfin, vous connaissez toutes ces idées-là. On peut retourner l'idée et on peut se dire, c'est incroyable, on a une chance fabuleuse, on a soudain des gens qui, dans leur poche, ont tous en gros mieux que l'Encyclopédia Universalis. Ils ont tous Wikipédia à travers le smartphone. Puis même le smartphone, c'est un objet de physique hallucinant. Il y a un accéléromètre, un magnétomètre, un gyroscope. Enfin, on peut peut-être utiliser justement cette richesse qu'ils ont déjà dans leur poche. Puis leur façon d'appréhender le monde, de le comprendre, de le partager, tous les réseaux sociaux, tout Internet, tout ça dit quand même qu'on a un public nouveau et que c'est peut-être à nous de changer dans notre façon de donner à voir la science, de la partager avec ce public-là. Ce que j'essaye de vous expliquer aujourd'hui, c'est l'idée que, à mon avis, on est à un moment clé où les scientifiques doivent peut-être essayer de trouver des nouvelles façons de parler de leur matière, de leurs recherches, de leurs méthodes scientifiques et de leurs découvertes au public, parce que le public, lui, a changé. Si on rate ce coche-là, on risque de rater quelque chose dans le rapport qui se fait entre science et société. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de vous montrer des exemples que j'ai pris de façon complètement arbitraire, de gens qui, d'après moi, ont essayé de faire quelque chose de nouveau, justement, dans cette histoire-là. Et le point clé dans ma présentation, c'est que plein de gens doivent travailler à ça, les musées des sciences, les médiateurs des sciences, les vulgarisateurs professionnels. Mais à mon avis, les chercheurs ont un rôle clé dans cette histoire-là. Ils ne doivent pas en rester absents, ils ne doivent pas rester à côté. Ils doivent participer pleinement à cette aventure de renouveler la façon de parler de science. Alors, quelques exemples. L'apparition des blogs change fondamentalement la façon dont on va parler au public. Il est hors de question d'utiliser un blog pour raconter sa dernière découverte scientifique. On reste dans des schémas d'articles étudiés par nos pairs et ça fonctionne très bien. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le blog peut permettre peut-être aux scientifiques de parler différemment de science. Ici, par exemple, c'est un des blogs les plus visités aux États-Unis par Clifford Johnson, un astrophysicien de la côte ouest des États-Unis, qui raconte sa vie de chercheur au quotidien.
Parfois, il parle de science, de physique, d'astrophysique, puis parfois, il raconte comment il s'ennuie dans un séminaire, par exemple, et puis il dessine parce qu'il s'ennuie. Il est en train de vous raconter la science telle qu'elle se fait, la science au quotidien, et donc il vous raconte aussi la méthode scientifique, aussi la recherche, des choses qu'on ne raconte pas nécessairement. C'est un truc qui n'existait pas vraiment il y a encore 20 ou 30 ans. Autre exemple, c'est des jeunes à qui on propose le PhD Dance Contest. Ça a été développé aux États-Unis. N'importe qui fait une thèse peut participer, et le but, c'est danser votre thèse en 3 minutes. Et après, vidéo sur YouTube pour tout le monde. Alors évidemment, le jeu, c'est que c'est vous-même qui dansez la thèse avec vos collègues, aucun professionnel autorisé, si possible avec le directeur de thèse, et si possible dans votre lieu de travail. Donc là, ils sont sur un campus, et le type est en train de dessiner avec la fille ici. Le sujet, c'est une histoire, je crois, d'alliage de titanium. La vidéo est à mourir de rire, on comprend vraiment rien à la thèse, je dois être honnête avec vous. Ce qui se joue ici, c'est pas nécessairement la pédagogie, c'est le fait que le chercheur est en train de montrer qu'il peut aussi être un être humain qui peut se marrer, et que c'est pas ce type qu'on imagine toujours avec sa blouse blanche dans un lieu reculé à penser la science jour et nuit. Autre exemple dans le même esprit, vous connaissez peut-être ça, des vidéos qui ont cartonné sur YouTube d'un étudiant, là aussi pointu dans son domaine. Vous voyez, c'est pas des gens qui viennent et qui s'improvisent scientifiques, c'est des gens qui vraiment sont dans leur domaine et qui va faire des vidéos. Ici, il va chanter un truc sur la gravité quantique et sur ici les diagrammes de Feynman. Bon. À nouveau, on comprend absolument rien en voyant la vidéo, mais on s'amuse. Ça a fait quand même 2 400 000 vues sur YouTube quand j'ai pris la copie de l'écran. On est dans des choses qui ont une vraie audience et qui renouvellent, à mon avis, l'image aussi du scientifique. Donc nous-mêmes, c'est un peu ce qu'on essaie de développer. Alors on danse pas, on chante pas, mais on essaye justement, nous aussi, de développer des nouvelles approches pour montrer la physique autrement. Donc c'est un groupe qu'on a monté il y a peu de temps qui s'appelle La Physique Autrement. L'idée, c'est pas de faire la physique autrement. La physique, on l'a fait vraiment comme Faraday à l'époque, mais c'est de la présenter différemment. Et je vais donc vous montrer quelques exemples de ce qu'on a pu développer ces dernières années. Alors, je ne vais pas tomber dans un catalogue interminable, j'ai choisi juste un objet typique qu'on aime bien nous discuter et vous montrer différentes façons qu'on a eu de l'aborder. Cet objet, c'est l'atome. L'atome, c'est une galère pour en parler au public, vous n'imaginez pas. Alors, on dit c'est une boule, mais en fait, c'est pas vraiment une boule. Vous voyez, les bords sont flous. Et en fait, quand on le touche, il peut se réduire parce que c'est des fonctions d'onde. Et puis alors, il y a des orbitales, et puis la quantification. Les gens n'y comprennent plus rien. Et en plus, les gens mélangent ça à ce dont ils se souviennent, eux. Vous voyez qu'on leur a enseigné au lycée, au collège, à propos de l'atome. Et puis, ils sont en train de se souvenir de leur propre prof de physique. Enfin, les choses peuvent aller assez mal, assez vite. Ou au contraire, très bien. Donc, je vais vous montrer différentes façons qu'on a eu d'aborder ce sujet de l'atome. La première façon qu'on a eu de faire, c'est de se dire, on va faire des animations pédagogiques sur Internet. Mais on va adopter un format qui peut être utile. Donc, 1 minute maximum. Et on explique l'atome en 1 minute. Et on fait ça pour tous les effets de physique quantique. Donc, on a fait un site qui s'appelle Tout est quantique, où on prend chaque effet de base de la physique quantique et on les raconte dans un même langage graphique. Alors l'atome, ça donne ça. C'est un noyau, et puis qui crée autour de lui une sorte de cage électrique. Et quand vous mettez des électrons dans cette cage électrique, de la forme de cette cage, les électrons vont avoir des formes tout à fait particulières, qui vont toujours être les mêmes, et qui vont toujours s'empiler de la même manière. Au début, ça va être des sphères, et puis au fur et à mesure que vous rajoutez des électrons, parfois ils vont adopter des formes un peu plus bizarres. Regardez là, une espèce de lobe, de double lobe comme ça, et puis vous continuez à les rajouter, les formes changent, mais c'est toujours les mêmes formes. On a un vocabulaire de formes. Et au fur et à mesure que vous rajoutez des électrons, vous êtes en train de construire tous les atomes de l'univers et vous construisez la classification périodique. Un atome, pour un physicien, c'est ça, c'est une boîte électrique dans laquelle on a piégé des électrons. Et en faisant ça, l'air de rien, vous êtes en train de donner le lien entre la physique et la chimie, entre la classification périodique et les fonctions d'onde des électrons dans un atome. Alors cet objet-là, on le met sur Wikipédia, on le donne à disposition des profs, des collègues, avec légende, sans légende, pour que tout le monde puisse s'en emparer et l'utiliser comme un outil pédagogique. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les enfants? Alors les enfants, on leur a proposé un atelier de pliage, on a développé des pliages. Là encore, pas tout seul, moi je ne sais pas faire de pliage, mais avec des spécialistes de ça, des spécialistes du graphisme ici de l'école Estienne. Et on a essayé de développer un atelier pour représenter les atomes. Ça serait une orbitale S. Alors, en fait, non, ça c'est juste du papier plié. Mais on peut tout de suite réfléchir à l'échelle. Tiens, ce machin par rapport à un vrai atome, c'est quoi le rapport d'échelle? C'est 1 million, 1 milliard? Et puis le fait qu'il ait des bords un peu flous, est-ce que ça représente effectivement l'atome? Est-ce que l'atome c'est de la matière ou c'est une onde? Et puis on peut jouer avec les formes. Ça serait par exemple une orbitale d'un atome de cuivre. Puis on peut même aller vers les liaisons chimiques. 2 atomes s'accrochent parce que leurs ondes s'interpénètrent. On appelle ça la liaison covalente, ça rappelle peut-être des souvenirs à certains. Mais avec vos 2 bouts de pliage, si vous les accrochez, ils se tiennent et effectivement, vous obtenez une liaison covalente. Donc on peut développer ensuite tout un imaginaire et toute une réflexion sur la physique et sur l'objet invisible à travers le pliage. L'équation, alors l'équation c'est le truc que cachent toujours les gens qui font de la vulgarisation. Ils disent, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous montrer d'équation. Alors moi je vais vous en montrer avec plaisir, j'ai commencé par ça même. L'équation qui gouverne l'atome, c'est l'équation de Schrödinger. Et en général, on la cache en disant « vous ne pouvez pas la comprendre, donc on va tout de suite passer à la suite ». Donc on s'est dit comment on pourrait la comprendre. Donc on a travaillé avec des gens spécialistes de la BD notamment, pour essayer de faire des gifs animés, qui est un truc qui est revenu un peu à la mode sur Internet. Et ça, c'est Schrödinger, à Noël, en Suisse, qui est en train de préparer son équation de Schrödinger. Ça s'est passé comme ça. Il avait sa maîtresse avec lui, en plus, dans le chalet, mais on ne l'a pas dessiné. D'habitude, Schrödinger, vous connaissez peut-être le chat de Schrödinger, on fait subir toujours des misères terribles au chat. Donc là, les étudiants graphiques ici ont choisi de faire subir des misères plutôt à Schrödinger, et c'est le chat qui fait le boulot. Donc voilà l'équation de Schrödinger, et on va expliquer, je ne vais pas vous faire tout le blog animé, mais on va expliquer chacun des termes de l'équation psi, c'est l'objet quantique, donc ça c'est Schrödinger,
Puis ça, c'est la masse de Schrödinger. Alors quand il y a 2m, bah, c'est 2 fois Schrödinger. Et puis il y a cette espèce d'objet qu'on appelle laplacien. Lui, il vous dit à quel point Schrödinger est courbé ou pas. Et puis, il y a un potentiel. Le potentiel en physique, ça vous dit si Schrödinger subit des trucs. Est-ce qu'on est en train de lui faire subir une force mécanique ou électrique ou la gravité, etc., etc. La dérivée par rapport au temps, c'est Schrödinger qui est en train de bouger. Et puis à la fin, on peut essayer de montrer les comportements que prévoit l'équation. Pour une fois, c'est Schrödinger lui-même qui est mort et vivant à la fois, ou qui est à la fois un corps et une onde. Vous voyez, en utilisant des outils graphiques un petit peu décalés, on va être capable de raconter quelque chose de différent sur l'équation. On a aussi essayé sur d'autres équations avec d'autres supports, par exemple le livre pop-up ou la vidéo d'animation. Autre exemple, un travail qu'on a développé avec les designers de l'ENSCI, une école de design pas loin d'ici, mais avec François Azembourg et Clémentine Chambon là-bas, où depuis plusieurs années, on travaille sur des sujets impossibles pour eux, genre la physique quantique, la supraconductivité, la lumière scientifique, et on essaie de voir ce qu'eux peuvent en faire. Évidemment, on les accompagne tout au long du projet, on travaille avec eux, on leur explique tout ce qu'on sait, nous, de cette physique-là, on les fait venir aussi au laboratoire, et à la fin, ils produisent eux-mêmes des objets. Voici Paul, ici, qui produit cette espèce d'objet un peu immatériel, où vous reconnaissez peut-être l'orbital de tout à l'heure. Il est à la fois là et pas là, en fait, c'est un objet en plastique, un peu immatériel, qui fait sentir ce qu'est une fonction d'onde. Ou Marianne, qui a développé un petit cirque de forme en bois, très élégante, juste pour donner des métaphores de ce que pourrait, par exemple, être un objet qui a à la fois un corps et une onde. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement ? Eh bien, voilà, Paul lui joue avec son objet dans une vidéo plus longue que celle-ci, mais vous voyez, à chaque fois qu'il essaie de s'approcher de l'onde, elle se réduit en un point. On appelle ça la réduction du paquet d'ondes en physique quantique. Là, Paul, il essaye de vous montrer qu'un atome peut changer brutalement d'une forme à une autre. C'est l'idée de la quantification. Vous vous souvenez, ces formes codifiées dans l'atome. Et un atome peut sauter brutalement d'un état à un autre, ce qui se passe par exemple dans un laser. Et ce que vous montre Paul, c'est que même dans certains cas, on peut, regarder bien, avoir 2 états à la fois dans un atome. Mais il trouve soudain des façons assez simples de l'exprimer pour le public. Marianne, elle, comme je vous l'ai dit, elle va jouer avec des bouts de bois, avec de l'encre, avec du lait, avec des choses comme ça. Ici, juste avec un matériau très simple, du bois et de la gravure, elle va vous montrer un objet qui est à la fois une sorte de corps et d'onde. Ou encore, avec de l'encre dans du lait, elle va vous montrer ce que pourraient être des orbitales si on essayait de les penser différemment. Autre exemple, à quoi vous fait penser l'atome? Et on peut faire des ateliers amusants après avec les enfants là-dessus. Ou encore, la superposition d'états, ça serait quoi dans votre appartement? Ça serait ça, vous voyez, une lampe éteinte qui éclaire. On peut aussi essayer d'imaginer le futur. On a joué à ça avec eux, notamment sur la supraconductivité. Vous vous souvenez, cette petite lévitation quantique dont je vous ai parlé au début? Et on a travaillé à ce qu'on pourrait imaginer dans le futur, mais là aussi en se contraignant avec des vraies contraintes scientifiques. Ne pas tricher avec la masse, avec le poids. Juste tricher avec la température, parce qu'on ne veut pas recouvrir tout le monde d'azote liquide. Ça donne ça. Ça, c'est des bijoux du futur, imaginés avec les designers. Ils ont aussi imaginé des lignes de sport, et puis il y a des vidéos associées qui sont incroyables. Ça ne nous sert pas nécessairement à déposer des brevets pour les bijoux du futur. Ça nous sert à démarrer une conférence de 2 heures de physique quantique en lycée sans que tout le monde fuit à la première seconde. Et puis, le dernier travail qu'on essaye de développer aussi, c'est quelque chose sur la recherche et la façon dont elle se fait. Pas seulement le sujet de la recherche, mais qui sont les gens qui se cachent derrière la recherche? Qui sont ces chercheurs? Et là aussi, on essaie de travailler avec nos collègues au laboratoire, et puis avec des designers, des graphistes, pour essayer de trouver d'autres façons de raconter leur vie. Par exemple, ici, un travail sur des prix Nobel célèbres. Ici, la découverte du graphène par Novoselov et Game à gauche, Novoselov à droite. Et on raconte une forme de poster BD, toute la découverte, où ils ont commencé à faire léviter des grenouilles pour en finir à inventer le matériau du futur, le graphène. Et puis associé à ça, des petits pop-up que les gens peuvent fabriquer très facilement et télécharger sur Internet et qui permettent de faire le labo de Novoselov et Game. Autre exemple, je vais très vite. Ici, Fabrice, un collègue, qui a discuté avec la graphiste et elle s'en est inspirée pour faire des dessins qui décrivent son quotidien avec son témoignage ici de la façon dont il imagine la science. Ici, c'est quand il reçoit une nouvelle manip qu'il doit monter. Pour finir, ma conclusion, vous voyez, j'étais parti de cet Hamiltonien de Mott Hubbard en essayant de vous dire à quel point je trouvais cet objet formidable. Et puis, très vite, j'ai été vers des objets un peu plus curieux, comme ce piou-piou en lévitation. Et pour moi, les deux sont une seule et même chose. Tout l'enjeu ici, c'est comment passer de l'un à l'autre. Ma conviction, c'est que si les scientifiques, même les meilleurs du monde, essayent de faire ça tout seuls, en général, ils vont échouer, sauf quelques cas particuliers de type très charismatique et très ingénieux. La plupart des scientifiques auront du mal à la fin à construire un cirque qui marche bien. Les designers savent très bien faire ça, mais les designers tout seuls ne sauront pas le faire parce qu'ils savent tout simplement pas quelle physique et quelle technicité mettre dedans. Et donc, il faut absolument une approche interdisciplinaire. Alors, interdisciplinaire, pas au sens où quelqu'un fait plein de disciplines ou se met à la frontière entre des disciplines. Interdisciplinaire au sens où on a un expert d'une discipline comme la physique fondamentale et un expert d'une autre comme le design, qui vont essayer de trouver une façon de bosser ensemble, de parler ensemble, de trouver un vocabulaire commun, pour pendant 6 mois essayer de travailler à comment construire une autre façon de montrer la physique ici au grand public. Et donc, on est pour l'instant quelques-uns à faire ça dans les laboratoires. Mon espoir, c'est que de plus en plus de scientifiques de tous les domaines nous rejoignent pour essayer, vous voyez, d'adopter cette nouvelle attitude, de renouveler les façons de présenter la science au public. L'enjeu derrière, évidemment, c'est ce lien entre science et société et permettre ensuite un dialogue, un échange sur ce qu'est la science, à quoi elle ne sert pas, débattre éventuellement de vrais enjeux du futur,
Mais pour ça, il faut à un moment donné qu'on partage les mêmes connaissances. Et ce premier pas, nous, il nous semble qu'on peut le faire de façon originale si on s'associe à d'autres gens. Je vous remercie pour votre attention.